Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité, la journée nationale de la Casbah. Et nous avons choisi de vous parler du patrimoine algérien comme Qsar El Hara El Djelfa, un patrimoine national en détérioration qui a besoin d'être réhabilité. L'occasion justement de découvrir les différentes spécialités de l'Institut national d'archéologie d'Alger. L'actualité à l'étranger marquée par la position de la nouvelle administration américaine quant au conflit au Sahara occidental, les États-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différends de longue date au Sahara occidental. La NASA a publié hier un son enregistré par un micro sur Mars, une première réalisée grâce au rover américain Perseverance qui a atterri avec succès sur la planète rouge la semaine dernière. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, journée nationale de la Casbah aujourd'hui, l'occasion de parler du patrimoine national et de sa préservation. Créé en 1984, l'Institut national d'archéologie d'Alger compte près de 800 étudiants, des formations réparties en 4 spécialités, à savoir l'archéologie préhistorique, antique, islamique et conservation et restauration. Reportage Yasmine Saoudi. L'Institut national d'archéologie d'Alger compte aujourd'hui près de 800 étudiants, unis par la même passion et par la même vocation pour la sauvegarde du patrimoine national. J'ai choisi l'archéologie car je suis passionnée par les vestiges islamiques, tout ce qui est mosaïque et bâti de l'époque. Après ma graduation, mon but est d'être conservatrice dans un musée. J'ai choisi cette spécialité car j'ai un penchant pour tout ce qui est antique dans la région du Grand Maghreb. Grâce à mes études et à mes connaissances dans le domaine, j'espère contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Dans les labos de recherche, et ce, dès la première année, l'étudiant commence à manipuler et à se familiariser avec les composants, les matières et les formes des objets. Marbre aussi qui m'a le silicone. D'accord, donc c'est une roche, mais là, on est obligé de l'étudier, d'utiliser et de comprendre. Nous avons beaucoup de professeurs dans toutes les spécialités confondues et ceci nous a permis à ce que plusieurs d'entre eux, je ne dirais pas certains, plusieurs d'entre eux sont des chefs de projet de fouilles. Plusieurs fouilles et sorties de prospection sont organisées par l'Institut à travers tout le territoire national, grâce auxquelles les futurs archéologues sont directement formés sur le terrain, accompagnés de plusieurs spécialistes pluridisciplinaires. Ces étudiants sont formés carrément sur le terrain, donc ils doivent connaître, ou ils apprennent, s'ils sont en deuxième année, ils apprennent les méthodes de fouille, ils apprennent tout le matériel utilisé sur le terrain concernant la fouille. Ils savent un petit peu ce que c'est qu'une prospection quand ils vont d'abord sur le terrain pour faire une prospection, par où commencer. Voilà, on ne travaille pas seul, généralement toujours on est avec un groupe pluridisciplinaire, on travaille généralement avec des géologues, des topographes, des géophysiciens, pourquoi pas. Après chaque campagne, il y a un rapport, je dirais succinct, établi par le chef de projet et son équipe enseignante, qui doit être présenté au niveau du ministère de la Culture, parce que c'est le ministère de la Culture qui octroie les autorisations sur demande de l'Institut et de l'enseignant chef de projet, et les objets ou tout ce qui est restitué de la fouille, ça veut dire tous les objets après fouille, sont étudiés dans les laboratoires. Et des fois, ils arrivent même à faire des analyses pour arriver à des résultats bien précis, comme cela est le cas pour la fouille de Ain Mahmouch, par exemple.
Les archéologues restaurateurs ont un rôle majeur dans la préservation et la restauration du patrimoine archéologique national. En somme, un devoir de mémoire qui est préservé pour les générations futures. Situé à Ain el-Ibil, dans la wilaya de Djelfa, Qsar el-Hara est un patrimoine national en détérioration, autrefois un lieu de transit et d'échange pour les caravanes septentrionales et leurs homologues méridionales. Le site a désormais besoin d'être réhabilité pour préserver l'histoire de cette ville. Bouchaboli. Ain el-Ibil, dans la wilaya de Djelfa, abrite l'antique Qsar el-Hara, lieu de regroupement des caravanes commerciales qui transitaient par la région. Des caravanes qui faisaient escale ici pour se reposer de leur long voyage entre le nord et le sud et pour s'abriter du soleil tapant. L'endroit leur permettait également d'étancher leur soif et d'abreuver leurs animaux. Le Qsar a été édifié pour qu'il soit un trait d'union entre le nord et le sud. Les caravanes septentrionales et leurs homologues méridionales se rencontraient ici et faisaient du troc. Le palais était autrefois couvert. Vous remarquerez par exemple que les arcades ont disparu. Édifié en 1720, en seulement 5 années, Qsar el-Hara n'a pas été épargné par les ravages du temps. Ces stigmates désolent les populations locales, jalouses de préserver un pan de leur histoire. Nous voulons réaliser une étude avant d'entamer les travaux de réhabilitation, car nous voulons le réhabiliter. Nous lançons un appel pour qu'une enveloppe conséquente soit consacrée à la restauration de ce site, pour qu'il reste un témoin de la richesse de notre patrimoine. Qsar el-Hara a en effet bien besoin d'être restauré pour préserver l'histoire de ce patrimoine qui fait partie des sites et monuments classés en Algérie. Tout autre sujet à présent, Betna, wilaya leader dans l'activité avicole. Cette région a enregistré une production satisfaisante cette année, notamment en matière de poulet de chair, une production qui a néanmoins besoin de plus de moyens. Nesrine Ben Saïdi. Après avoir enregistré une baisse en matière de production de viande blanche, la wilaya de Betna prend son envol cette année avec une production satisfaisante, en partie grâce à l'entrée en exploitation d'importants investissements dans la filière avicole. Betna est une wilaya à vocation avicole. Ils sont nombreux à avoir investi dans cette filière, ici dans la région. Seul petit bémol, c'est le manque de matières premières. La disponibilité de la matière première, notamment au sein des incubateurs pour poussins, ainsi que les points de vente et de stockage, des conditions sine qua non pour assurer la distribution de la viande blanche de manière régulière tout au long de l'année. Les conditions d'élevage. Les conditions d'élevage sont respectées pour tout ce qui concerne la température, l'alimentation et même le contrôle vétérinaire. Nous pouvons assurer une bonne production à condition d'avoir les moyens nécessaires. Première région productrice de poulet de chair, Betna a contribué à hauteur de 8,4% en matière de production de viande blanche au niveau national et 19% en production d'œufs. À Khenchela, les éleveurs de vaches laitières font beaucoup d'efforts pour développer leur activité. La région tend à devenir un bassin de production de lait cru. Néanmoins, demeurent certaines entraves, comme le manque de matière adéquate et l'accès à l'aliment de bétail de manière régulière. Les explications de Yamina Saïdi. L'encouragement de l'investissement dans la wilaya de Khenchela semble donner ses fruits. Beaucoup d'investisseurs se sentent lancés dans l'élevage bovin. En tant qu'administration, nous avons encouragé l'investissement dans cette filière et nous avons constaté une nette augmentation dans la production de lait. Une production abondante de lait qui connaît quelques perturbations. Les éleveurs de bétail déplorent le manque de moyens matériels. Notre production pouvait dépasser les 10 000 litres au jour, mais faute de moyens, elle est restée à 8 000 litres. Les vaches mangent entre 60 à 80 kilos de fourrage par jour. Nous avons du mal à nous en procurer, nous. Nous nous sommes rendus à l'ONAP, principal producteur de fourrage concentré. Pour 1000 têtes, on peut avoir seulement 100 kilos. Et ça ne suffit pas au bétail. Le projet est renforcé par la création d'un complexe où plus de 120 investisseurs déposent leur production de lait pour analyse et contrôle avant sa distribution.
La densité du lait ne doit pas dépasser les 1029 grammes par litre. Concernant l'acidité, elle peut varier entre 15 et 18 degrés maximum. La wilaya de Khenchela draine de plus en plus d'investisseurs dans la filière. Approvisionner les éleveurs en aliments de bétail conduira au développement de cette activité et permettra à terme de diminuer la facture d'importation de la poudre de lait. Des transformateurs électriques moyenne tension ont été installés à Ilizi, dans le grand sud du pays, par la société Kahrakib d'Oran. Objectif, répondre à la demande énergétique des habitants de cette ville. Reportage Brahim Belkher, le commentaire est signé Camélia Blais. Pour améliorer la couverture électrique dans les régions enclavées d'Ilizi, les équipes techniques de la société Kahrakib d'Oran ont procédé à l'installation de 5 transformateurs électriques moyenne tension en vue de renforcer l'actuel réseau électrique et de mettre ainsi un terme aux coupures récurrentes d'électricité. National Gaz veille, mais aussi la société Kahrakib s'est même lancée à partir de 2017 dans la fabrication et l'installation du poste shelter, un poste moyenne tension d'une puissance de 30 kV destiné au réseau isolé dans le Grand Sud. Il assure l'interconnexion du réseau à un emplacement isolé et permet de disposer de l'énergie électrique. Importés à des prix exorbitants, ces équipements électriques sont désormais fabriqués localement par la société Kahrakib. Cette filiale du groupe Sonalgaz a pour objectif de renforcer la capacité du réseau électrique local. Déjà à 46 shelters préfabriqués par Kahrakib Tabel. Dans tous les environs, surtout les frontières sud-algériennes. تنصرنا لها شويه تحسنت على النجوم مسلاين تنعسنا كنين بلاصي تقلتريسيتي ورنا الانقطاعات وإلا. L'extension des réseaux électriques dans les régions du Grand Sud, des projets qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans les régions enclavées. Et pour une meilleure fluidité de la circulation sur l'axe routier Taman Rasset-Insalah, un projet de réhabilitation de la route a été récemment entamé sur la route nationale numéro 1, s'étendant sur une distance de 600 km. Camélia Blel. S'étendant sur une distance de 600 km, la RN1 reliant Taman Rasset à Insalah connaît une opération de réhabilitation, mais la lenteur des travaux cause des désagréments aux usagers de cette route. Nous sommes fatigués d'emprunter cette route. Elle est impraticable. Cet axe routier nous rend la vie difficile avec cette piste interminable pleine de cailloux. Je comprends que ces travaux provoquent des embouteillages, mais j'appelle les usagers de cette route à s'armer de patience puisque les travaux de réhabilitation seront achevés fin mars prochain. Répartis en plusieurs tranches, les chantiers de ce projet ont été confiés à 5 entreprises nationales. Nous avons pris en charge un tronçon d'une distance de 26 km. 12 km ont été déjà réceptionnés et la dernière partie entrera en service dans les prochains jours. Les travaux d'un autre tronçon de 2 km seront parachevés dans les semaines à venir. Ce grand projet de réhabilitation de la route de l'Union africaine permettra d'améliorer la circulation des automobilistes, mais aussi des transporteurs de marchandises. Un BMS de niveau de vigilance orange a été émis par l'Office national de la météorologie annonçant des vents forts sur plusieurs wilayas de l'Est et du Sud du pays. Depuis ce matin, des vents à une vitesse de 60 à 70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 80 km/h, parfois avec des soulèvements de sable locaux réduisant la visibilité. Un bulletin météorologique qui reste valide jusqu'à demain à 6 h du matin. Alors, restez vigilants. Lors d'un point de presse en réponse à une question sur la position de la nouvelle administration américaine quant au conflit au Sahara occidental, le porte-parole du Ned Price a affirmé hier que les États-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différends de longue date au Sahara occidental.
Il a indiqué que les États-Unis vont également continuer d'appuyer le travail de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région. Et avec nous par téléphone, Pierre Galland, président du Comité européen de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Galland, bonjour. Un revirement de position de l'administration américaine quant au conflit au Sahara occidental. Quels sont aujourd'hui les enjeux et les répercussions de cette annonce? Oui, bonjour madame et bonjour à vos auditeurs. Effectivement, c'est une bonne nouvelle que nous apprenons ce matin. Et qui était attendu en quelque sorte, parce que la position de M. Trump en dernière minute d'essayer de vendre le Sahara occidental pour obtenir que les Marocains reconnaissent M. Netanyahou en Israël était quelque chose de tout à fait scandaleux, contraire à toute notion même du droit international. Et donc si l'administration qui actuellement va diriger les États-Unis voulait témoigner de son souci de multilatéralisme, de son souci de revenir sur la scène internationale de manière plus intelligente, plus nuancée que le prédécesseur, M. Trump, il fallait qu'elle réagisse. Et nous nous sommes vraiment préoccupés de cette situation en menant campagne dès l'annonce au mois de décembre par M. Trump de dénoncer cette situation, d'expliquer en quoi elle était tout à fait en opposition avec les normes du droit international et du droit humanitaire. Et donc, aujourd'hui, ce que fait l'administration Trump, c'est remettre, l'administration de M. Biden, c'est de remettre les pendules à l'heure. Et je crois que c'est bien non seulement du point de vue de l'administration américaine et de sa crédibilité internationale, c'est très bien pour les Nations Unies parce que renforcer le rôle de la MINURSO et réaffirmer le rôle de la MINURSO est important, à mon sens, pour la crédibilité des Nations Unies, de la mission, mais nous devons maintenant espérer que aussi bien les États-Unis que les Nations Unies et que la communauté internationale va enfin répondre à l'objectif de la MINURSO, qui n'est pas une mission de paix, qui est une mission pour l'organisation du référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Et donc c'est un bon pas dans la bonne direction, mais ne baissons pas la garde et continuons à être solidaires de cette revendication légitime du peuple sahraoui. Monsieur Pierre Galland, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du Comité européen de soutien de la solidarité et de la solidarité avec le peuple sahraoui. Le Conseil national de transition au Mali a adopté hier à une large majorité le plan d'action du gouvernement présenté vendredi dernier par le Premier ministre malien Mokhtar Ouane. Selon le Premier ministre, la présentation et l'adoption du PAG marquent l'achèvement de l'architecture institutionnelle de la transition avec la mise en place et le fonctionnement du CNT, l'organe législatif de la transition politique au Mali depuis le 15 septembre dernier. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué hier dans une embuscade attribuée à des rebelles hutus rwandais au moment de l'attaque. Luca Antatio, 43 ans, circulait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial dans la province du Nord, Kivu, l'une des zones les plus dangereuses du RDC. La NASA a rendu public 2 documents exceptionnels capturés par son rover Perseverance sur Mars. Une spectaculaire vidéo de son atterrissage enregistrée sous tous les angles et le son d'une bourrasque de vent martien. Premier audio enregistré sur la planète rouge par un micro. Quasiment même décor, mais autre planète cette fois, un phénomène météorologique rare capturé par Karim Bouchtata, un passionné de la photographie. Il est l'auteur de splendides clichés de dunes et sommets enneigés du Sahara de Ain Sefra, des clichés qui ont fait le tour du monde. Merim Damis. Winterlandschaften. In der Sahara in Algerien dagegen ist das extrem selten.
und dafür umso schöner. Ces images des dunes enneigées du Sahara de Ain Safra ont fait le tour du monde et elles ont en effet été relayées dans la presse internationale. Grâce à ces clichés, Karim Bouchtata, journaliste et photographe amateur, a pu immortaliser ce rare phénomène météorologique. Alors, Karim Bouchtata, originaire de Ain Safra, photographe amateur, passionné de voyage et d'aventure, j'ai partagé dernièrement une série de photos des dunes du Sahara enneigées de Ain Safra qui ont fait la une dans plusieurs chaînes étrangères. Cette ville de N'Ama n'a connu les chutes de neige que 3 fois en 42 ans. Ces clichés sont littéralement à couper le souffle. On m'a surnommé l'ambassadeur hors norme. Grâce à mon simple appareil photo, j'ai pu immortaliser ce phénomène exceptionnel. Un cocktail de photos qui ont mis à la une l'Algérie à travers ses beaux paysages et qui n'ont pas manqué de susciter l'intérêt des amoureux de la nature, mais aussi des touristes d'ici et d'ailleurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.